Je suis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième session du masterclass micronutrition. Nous avons avec nous Dr Melek Mezri, qui représente la STM, Bonsoir, exactement. et aussi Dr Olfa Berriche, qui représente la TSN. Vous allez être avec nous pour la modération. Donc, je cède la parole à Dr Mezri pour se présenter, par la suite à Dr Berriche pour présenter Dr Zuiten, et par la suite, on va enchaîner avec Dr Zuiten. Docteur- je suis donc Dr Mezri Melek, membre de la STMGF. J'ai l'honneur de participer en tant que modératrice ce soir pour voilà, parler plus de la micronutrition. C'est un grand plaisir de modérer avec vous. Merci. Dr Berriche. Oui. Alors, bienvenue à la deuxième session de notre masterclass sur la micronutrition. Nous avons eu le plaisir d'aborder lors de la première session les fondamentaux et les généralités de la micronutrition. Et lors de cette deuxième session, nous allons aborder un domaine qui est particulièrement intéressant, le rôle de la micronutrition dans les pathologies digestives. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter Dr. Lies Witten, qui est professeur hospitalo-universitaire en physiologie et exploration fonctionnelle à la faculté de médecine de Tunis, président de l'unité de gestion du programme, des programmes à la FMT aussi, président de la commission de l'école doctorale biologie humaine appliquée à la santé à la faculté de médecine de Tunis, membre de la commission d'évaluation des CEC à la FMT, membre du comité de pilotage du CEC Micronutrition et Santé à la faculté de médecine de Tunis. Elle est aussi membre du comité de pilotage du CEC Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, membre du laboratoire de recherche génétique humaine, membre de la Société tunisienne de gastroentérologie et membre de l'Association tunisienne de physiologie clinique. Aujourd'hui, professeur Zuiten, elle va nous présenter pathologie digestive et micronutrition. Et cette conférence va nous permettre d'explorer le rôle des micronutriments en tant que des micronutriments comment ils vont prévenir les pathologies digestives. Ils ont un rôle sur la santé digestive et aussi améliorer la qualité de vie des patients. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à professeur Zuit. Le micro, professeur Zuit. C'est bon, on est le micro. Euh, Merci, donc j'ai dit merci à vous toutes de m'avoir aussi associée à ce masterclass. C'est avec un grand plaisir que je vais participer avec vous. Et donc, voilà, donc sans plus tarder, on va commencer Mais je voudrais déjà partager l'écran pour le cours. Je vais partager, pour partager l'écran. Dr Zuiten, en bas, au milieu, فما icône فيها en vert, partager Là, l'écran. partager, خلاص لي ça y est. Très bien. Là, pour le moment, on n'est pas en train de voir. Ah, si, لا دقيقة. c'est bon. Partager. Là, vous êtes en train de le voir? Oui, c'est bon. Très bien. Voilà, pardon. Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, je vais vous parler des pathologies digestives et micronutrition. Alors, avant de démarrer, j'ai élaboré quelques petites questions pour se mettre dans le bain de la micronutrition. Et voilà. Alors, la micronutrition est une approche nutritionnelle personnalisée, ne consiste qu'à prescrire des compléments alimentaires, a un rôle complémentaire
a un rôle préventif ou vise à corriger les carences et excès en micronutriments. Donc, vous avez vu déjà pendant le premier webinaire les généralités sur la micronutrition. Donc, d'après vous, quelles sont les réponses qui seraient justes? Alors, je vais vous présenter donc les réponses. En fait, la micronutrition doit être une approche nutritionnelle personnalisée parce qu'on n'est pas égaux selon le terrain physiologique, selon la pathologie, selon le traitement qu'on est en train de prendre. On ne va pas traiter la même chose d'un enfant qu'un sujet âgé, qu'une femme enceinte. La micronutrition ne consiste pas à prescrire uniquement des compléments alimentaires, mais c'est une prise en charge globale d'un patient. Elle a aussi un rôle complémentaire du traitement curatif, dans le sens où elle peut potentialiser les effets des traitements curatifs et diminuer leurs effets secondaires. La micronutrition a aussi un rôle préventif et elle vise aussi à corriger les carences et en même temps les excès en micronutriments. Donc voilà, donc comme définition de la micronutrition, elle doit être adaptée aux besoins individuels, elle doit s'adapter au terrain physiologique, aux pathologies, je vais mettre le pointeur, aux pathologies, au traitement que le patient est en train de prendre, à ses habitudes alimentaires, ainsi qu'à l'environnement dans lequel il vit. Bien sûr, comme je l'ai dit, donc elle va avoir un rôle préventif pour prévenir l'apparition de certains symptômes ou l'installation de certains troubles. Et aussi, elle a un rôle complémentaire. Deuxième question que je vous propose, les micronutriments jouent un rôle dans la réponse immunitaire, interviennent dans la transmission nerveuse, participent au métabolisme énergétique, sont actifs à forte dose, peuvent être synthétisés par le microbiote intestinal. Donc, en réponse, bien sûr, on sait que les micronutriments jouent un rôle dans de nombreux processus métaboliques, y compris dans la réponse immunitaire, la transmission nerveuse. Ils participent au métabolisme énergétique. Bien sûr, c'est les macronutriments principalement qui nous apportent l'énergie nécessaire, mais la dégradation de ces macronutriments nécessite ces micronutriments. Elles ne sont pas actives à forte dose, mais plutôt à petite dose et peuvent être synthétisées par le microbiote intestinal. Oui, le microbiote intestinal est capable de synthétiser certains micronutriments tels que les vitamines B ou la vitamine K. Voilà, donc ici, sûrement on vous en a parlé, que les micronutriments interviennent dans de nombreux processus biologiques, dans tout ce qui est métabolisme cellulaire, division, différenciation et prolifération cellulaire, perméabilité et intégrité membranaire, transmission nerveuse et cognition, synthèse et sécrétion hormonale, fonction immunitaire, antioxydants et je ne cite que cela, bien d'autres. Alors maintenant, les situations qui seraient à risque d'un déficit micronutritionnel. L'obésité, le cancer, le sujet âgé, la chirurgie bariatrique et le stress chronique. Alors, en fait, toutes ces situations peuvent amener à avoir des déficits micronutritionnels. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas entraîner toute situation qui va entraver, déséquilibrer le régime alimentaire ou amener à avoir des évictions au niveau d'un certain régime alimentaire, peut amener à ce déficit micronutritionnel. Voilà donc pour se mettre dans le bain. Et maintenant, alors quel est le lien entre micronutriments et appareil digestif? Est-ce que c'est un lien unidirectionnel ou bidirectionnel? Alors déjà, les micronutriments, ils sont apportés notre alimentation, bien sûr. Le rôle de notre appareil digestif va nous permettre d'absorber ces micronutriments. Tout le long de l'intestin grêle ainsi que le côlon, on va absorber bien sûr des micronutriments. Une mention particulière pour l'iléon, où il va y avoir l'absorption principalement de la vitamine B12, mais aussi au niveau de l'iléon, il va y avoir le cycle entéro-hépatique des selles biliaires, ces selles biliaires qui sont nécessaires à l'absorption des lipides. Et donc, s'il y a une atteinte au niveau de l'iléon, une pathologie digestive qui va toucher l'iléon,
On va toucher bien sûr l'absorption de la vitamine B12, mais on va toucher l'absorption de tout ce qui est lipides, y compris bien sûr les vitamines liposolubles. Le côlon, au niveau du côlon aussi, on continue à absorber des micronutriments. Et bien sûr, vous voyez très bien qu'il y a notre microbiote au niveau du côlon va jouer un rôle aussi métabolique où il va produire des acides gras à chaîne courte qui sont très très importants pour notre fonction intestinale. Donc, vous voyez très bien que il y a un intermédiaire un petit peu entre l'apport alimentaire des différents nutriments et notre appareil digestif et sa fonction, c'est ces bactéries qui sont au niveau de notre côlon et au niveau de notre intestin qu'on appelle le microbiote, qui va jouer un rôle central comme on va le voir. Donc maintenant, on a vu que notre appareil digestif était essentiel pour l'apport et l'absorption de ces micronutriments. Mais quel serait le rôle des micronutriments sur la fonction digestive? Alors, je l'ai formulé sous forme d'une QCM aussi. Les micronutriments sont indispensables pour le maintien de l'intégrité épithéliale intestinale, pour l'installation d'une dysbiose, pour le bon fonctionnement du microbiote, pour l'accumulation de radicaux libres et pour la régulation du sommeil. Donc, ces micronutriments, bien sûr, vu la série de fonctions que je vous ai citées tout à l'heure, puisqu'elles interviennent dans tout ce qui est fonction cellulaire, elles vont aussi elles vont intervenir dans la fonction cellulaire digestive. Et donc, ces micronutriments vont être indispensables pour l'intégrité épithéliale et le rôle de barrière de la membrane intestinale. Bien sûr, les micronutriments ne vont pas entraîner une installation d'une dysbiose, mais plutôt d'une eubiose, puisqu'ils vont favoriser le bon fonctionnement du microbiote. Les micronutriments, au contraire, ils n'entraînent pas une accumulation des radicaux libres, mais au contraire, ils vont avoir un rôle protecteur et éliminer donc tout ce qui est radicaux libres. Et bien sûr, ils interviennent aussi, puisque dans la transmission nerveuse et donc dans la régulation du sommeil. Donc, notre appareil digestif et nos micronutriments dialoguent tous les deux ensemble pour le bon fonctionnement. L'appareil digestif nous permet une biodisponibilité des micronutriments. Notre microbiote peut synthétiser ces micronutriments et en plus de l'apport alimentaire, notre appareil digestif va permettre cette absorption, mais aussi les micronutriments vont jouer un rôle dans cette homéostasie intestinale, dans la fonction intestinale, dans la fonction de barrière intestinale, mais aussi dans le bon fonctionnement et de notre microbiote. Et donc, toute pathologie de l'appareil digestif peut entraîner un déficit en micronutriments. Et le déficit en micronutriments peut à son tour entraver la fonction digestive et altérer cette homéostasie intestinale. Et ainsi, il peut y avoir un cercle vicieux qui va s'installer. Pathologie digestive entraîne le déficit micronutriments et le déficit en micronutriments aggrave encore plus l'installation de cette pathologie digestive et des symptômes. Donc, ce qu'on va maintenant voir à peu près, donc ça c'était mon introduction, et donc ce lien-là, on va le voir plus ou moins sous forme d'un cas clinique. Donc, je vous présente Madame M, on va dire, jeune femme de 29 ans, qui n'a pas d'antécédents particuliers, qui consulte pour une asthénie avec des céphalées, des troubles du sommeil. Elle se réveille le soir, elle ne peut pas se rendormir. Et elle se plaint de douleurs abdominales avec un ballonnement depuis à peu près un an, 2 à 3 heures qui surviennent 2 à 3 heures après la prise d'un repas, soulagée par l'émission de gaz et ou de sel. À l'interrogatoire, les selles sont quotidiennes, mais l'exonération est difficile avec 10 selles en 6 balles. Il n'y a pas de notion d'amaigrissement, pas de notion de rectorragie. Il y a des exigences professionnelles, elle passe par un cap assez difficile au niveau professionnel et avec des exigences difficiles à assumer, donc un petit peu stressée. L'enquête alimentaire à l'interrogatoire nous amène qu'il y a un excès de sucre, mange beaucoup de pizza, de pâtes, de viennoiseries. L'examen physique était tout à fait normal et elle ne prend aucun traitement. Donc, ces plaintes, c'est l'asthénie surtout, les céphalées, les troubles du sommeil et les douleurs et le ballonnement abdominal, soulagés par l'émission de sel avec des exonérations difficiles et des selles en 6 balles.
Quel serait votre diagnostic? Suspicion diagnostique. Une tumeur colorectale, une maladie cœliaque, une maladie de Crohn, une anomalie du plancher pelvien ou un syndrome de l'intestin irritable. Donc, moi, ma suspicion diagnostique, le plus, c'est un syndrome de l'intestin irritable. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, selon les critères de Rome 4, qui ont été définis en 2016, le syndrome de l'intestin irritable se définit comme étant des douleurs abdominales récurrentes qui surviennent au moins un jour par semaine pendant les 3 derniers mois, associées à deux de ces critères-là. Donc, ces douleurs sont associées à la défécation, associées à une modification de la fréquence des selles et associées à une modification de la consistance des selles. Il va y avoir des sous-types du syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable avec constipation prédominante, avec diarrhée prédominante, avec alternance diarrhée-constipation ou non spécifiée. Et ces sous-types sont classifiés selon l'échelle de Bristol, qui va classifier l'aspect des selles, hein, en 7 échelles. Je vous montre ici l'échelle de Bristol. Donc, 7 types de selles selon leur aspect. Le type 1, c'est les selles, je vous dis, en 6 balles, comme notre patient, des selles dures en billes. Le type 2, c'est des selles dures, moulées et bien moulées et bosselées. Ce sont les types qu'on trouve dans la constipation. Le type 3 et le type 4, ce sont des selles bon, normales, optimales. Et le type 5, 6 et 7 sont plutôt vers de la diarrhée. Donc, notre patiente, en fin de compte, elle a des douleurs abdominales qui surviennent d'une façon quasi quotidienne, qui sont associées à la défécation, puisqu'elles sont soulagées avec l'émission de sel, et associées à une modification de la consistance des selles, puisque les selles deviennent très difficiles, l'exonération est difficile, avec des selles de type 1 selon l'échelle de Bristol. Donc, le sous-type de ce syndrome de l'intestin irritable serait un sous-type de constipation, avec une constipation prédominante. Donc, on suspecte chez cette femme un syndrome de l'intestin irritable de type constipation. Et donc, on va essayer de faire un petit bilan. Et donc, chez cette femme-là, vous allez demander une coloscopie, des tests sérologiques à la recherche d'une maladie cœliaque, une NFS et une CRP, une manométrie anorectale ou des tests à la recherche d'allergies alimentaires. Donc là, je me suis basée sur les recommandations de l'association de gastro-entérologie américaine qui ont été donc émis en 2020. En fait, le Collège de gastro américain recommande la réalisation de tests sérologiques pour exclure la maladie cœliaque chez les patients principalement atteints de syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée. Elle suggère aussi la réalisation de la calprotectine fécale et de la CRP pour exclure une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, aussi surtout dans les syndromes d'intestin irritable avec diarrhée. Mention pour la CRP. En fait, je vous montre ces courbes-là euh, qui sont le dosage de la plasmatique, de la CRP et de différentes vitamines liposolubles et hydrosolubles. Et qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on remarque que lorsqu'on a un pic ou lorsque la CRP plasmatique est à son maximum, le taux plasmatique des vitamines est à son minimum, qu'elles soient hydrosolubles ou liposolubles ou hydrosolubles, à part un petit peu la vitamine B12. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il faut toujours, avant de doser des micronutriments, il faut toujours voir est-ce qu'il y a une inflammation chez cette personne-là. Parce que vous voyez très bien que lorsqu'il y a une inflammation, il va y avoir une redistribution de différents micronutriments, y compris donc les vitamines, et on peut avoir des faux déficits vitaminiques, alors que ce n'est pas le cas, mais parce qu'on va avoir une inflammation qui va donner ces résultats-là. Donc, le dosage des différentes vitamines, il vaut mieux les faire en dehors d'une élévation d'une CRP, donc dans un contexte inflammatoire.
Les autres recommandations donc du Collège de gastro américain, en fait, il n'y a pas de recommandation dans la réalisation d'une coloscopie de routine chez les patients chez qui donc qui sont atteints de symptômes de syndrome de l'intestin irritable, qui ont moins de 45 ans et qui n'ont pas de signe d'alarme. Signe d'alarme, c'est-à-dire une altération de l'état général, des rectorragies, des antécédents familiaux de tumeurs colorectales, de Miki, etc. L'ACG ne recommande pas aussi de tester les allergies alimentaires. Ces tests-là, actuellement, ils ne sont pas actuellement, leur efficacité n'est pas prouvée. Et pour les tests d'exploration de la physiologie anorectale tels que la manométrie anorectale, ils ne vont pas être recommandés en première ligne. C'est surtout lorsque il n'y a pas de réponse au traitement de première ligne et on suspecte cliniquement avec l'examen physique qu'il y a une anomalie avec une dysynergie anorectale ou des anomalies du plancher pelvien. Là, on peut demander les tests d'exploration, mais pas au début. Donc, chez notre patiente, la coloscopie n'est pas indiquée. Elle a moins de 45 ans, il n'y a pas de signe d'alarme, elle n'a pas de rectorragie, elle n'a pas d'amaigrissement. Les tests sérologiques à la recherche d'une maladie cœliaque, je l'ai mis entre parenthèses. Moi, je pense qu'il faut le faire quand même. Il y a des maladies cœliaques qui peuvent se présenter non pas sous forme d'une diarrhée, mais sous forme d'une constipation. Donc, il vaut mieux le faire puisque la, 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 la prise en charge va être mieux. Bien sûr, une NFS et une CRP, toujours. La manométrie anorectale, pas besoin. L'examen physique était tout à fait normal, bien qu'elle a des difficultés d'exonération, mais de première ligne, non. Et les tests à la recherche d'allergies alimentaires ne servent à rien, actuellement. Donc, on a établi donc le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable avec un type de constipation, et on va donc la prendre en charge, cette femme. Et donc, pour cette femme, est-ce que vous allez prescrire des probiotiques? Est-ce que vous allez prescrire faire une transplantation fécale, un régime riche en FODMAP, un régime riche en fibres solubles ou un régime en produits ultra transformés? Concernant les micronutriments vitaminiques et minéraux, est-ce que vous allez prescrire une supplémentation en vitamine D, en magnésium, calcium et zinc, en fer, en vitamine B12 et en acide folique? Alors, pour répondre à ces deux questions, en fait, je vais vous parler un petit peu des objectifs de cette micronutrition dans notre appareil digestif. En fait, les cibles des micronutriments vont être plusieurs. Ils vont cibler l'interface digestive, bien sûr, mais aussi ils doivent cibler le cerveau, le fonctionnement du cerveau, la communication cellulaire et la protection cellulaire. Et on va commencer par le premier volet qui est l'interface digestive. Alors, l'interface digestive, bien principalement, c'est notre microbiote. Alors, on sait que notre microbiote, il a une fonction métabolique. Je vous l'ai dit, il est capable de synthétiser certaines vitamines. Il est capable aussi, donc, bien sûr, il joue un rôle très, très important dans la fonction d'absorption au niveau de l'intestin. Il joue un rôle aussi important dans la transformation des acides biliaires, dans la conjugaison des acides biliaires et aussi dans l'élimination de différents xénobiotiques. Deuxième rôle métabolique de notre microbiote, c'est la fermentation des glucides. Donc, les différentes fibres qui ne sont pas digérées au niveau de l'intestin grêle vont être digérées au niveau du côlon grâce à notre microbiote. Cette fermentation des glucides va libérer des acides gras à chaîne courte, tels que le butyrate, l'acétate, les propionates, mais aussi en libérant les acides gras à chaîne courte, il va y avoir aussi libération de gaz, hydrogène, et aussi, bien sûr, du méthane. Mais c'est ça le problème de cette fermentation des glucides, c'est qu'en même temps qu'on libère des acides gras à chaîne courte, on libère aussi des gaz qui peuvent donner ces douleurs abdominales et ce ballonnement. Mais il faut savoir que les acides gras à chaîne courte sont très utiles pour la fonction cellulaire parce que d'une part, ils sont une source d'énergie déjà pour les cellules épithéliales, mais aussi ils vont renforcer la barrière intestinale, ils vont avoir un effet anti-inflammatoire dans le sens où ils vont diminuer la production de cytokines pro-inflammatoires, mais aussi ils vont augmenter la différenciation des lymphocytes T en cellules T régulateurs qui vont avoir un rôle anti-inflammatoire.
Notre microbiote va avoir aussi une fonction de défense, dans le sens où ils vont entrer en compétition avec des agents pathogènes. Ici, sur ce schéma, les agents pathogènes sont en rouge. Notre microbiote, nos bactéries saprophytes sont en bleu. Et donc, ces bactéries de notre microbiote vont entrer en compétition concernant les micronutriments, les sites d'adhérence. Et donc, ils vont empêcher les agents pathogènes de se multiplier parce qu'ils ne pourront pas trouver les nutriments nécessaires à leur croissance, mais aussi d'adhérer à la membrane intestinale. Aussi, notre microbiote entraîne la production de bactériocines, de peptides antimicrobiens, d'immunoglobuline A, qui va aussi éviter la multiplication d'agents pathogènes au niveau de notre intestin. Et en plus de ça, notre microbiote va avoir aussi une fonction immunologique, dans le sens qu'il va jouer un rôle dans le développement et la maturation de nos cellules immunitaires. Via quoi? Via des récepteurs particuliers qu'on appelle les PRR. Ce sont des récepteurs à des produits bactériens, ici en rouge au niveau de notre diapo, qui sont exprimés au niveau de nos cellules épithéliales, qui sont aussi exprimés au niveau de nos cellules présentatrices d'antigènes. Ces récepteurs qu'on appelle les récepteurs TLR ou les récepteurs NOT qui vont reconnaître nos produits bactériens et certains fragments de nos produits bactériens. Et donc, la reconnaissance, ici cette diapo pour vous montrer ce qui se passe exactement. Donc, notre microbiote, certains fragments de ces bactéries vont venir se fixer sur ces récepteurs PRR qui sont exprimés au niveau des cellules présentatrices d'antigènes. Et il va y avoir une libération de certaines cytokines et une activation des lymphocytes T naïfs qui vont être différenciés vers une voie TH17. Si nos cytokines sont de type, par exemple, interleukine 23, interleukine 6, la différenciation des lymphocytes D va se faire vers la voie TH17 avec une libération de cytokines pro-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle la voie TH17. Mais aussi, il faut savoir que la fixation de nos fragments bactériens sur ces récepteurs PRR peut aussi entraîner la libération de cytokines de type interleukine 2, de type TGF-bêta. Et selon le type, bien sûr, cela dépend du terrain génétique, des facteurs épigénétiques, de ce fragment bactérien qui va stimuler ces cellules présentatrices d'antigènes. Et la différenciation donc de ces lymphocytes T va se faire plutôt vers la voie T régulatrice et donc la libération de cytokines anti-inflammatoires. Donc en fait, notre microbiote va jouer un rôle dans l'homéostasie et dans l'inflammation et toute une question d'équilibre. Si bien sûr on a une eubiose avec un bon régime alimentaire, l'équilibre va se faire entre les lymphocytes T régulateurs et les lymphocytes T CH17. Au contraire, sur un terrain génétique, épigénétique, avec une dysbiose, bien sûr, la balance va pencher plutôt vers la voie TH17 pro-inflammatoire et l'inflammation, bien sûr, va s'installer. Pardon. Donc, vous avez bien compris, donc ce microbiote est essentiel. Donc, avoir une eubiose va être essentiel pour avoir une barrière intestinale qui va être fonctionnelle et donc une réponse immunitaire contrôlée. Et l'eubiose, bien sûr, est tributaire de notre régime alimentaire. Si notre régime alimentaire est trop gras, trop sucré, ultra transformé, bien sûr, il va y avoir une installation d'une dysbiose qui va entraîner un dysfonctionnement de la barrière intestinale et donc une inflammation qui va s'installer au niveau de notre intestin. Qu'en est-il maintenant de la dysbiose et du syndrome de l'intestin irritable? On sait actuellement que le syndrome de l'intestin irritable, chez ces patients qui sont atteints de ce syndrome, ils vont y avoir une dysbiose avec une diminution de la diversité microbienne, une diminution du genre Firmicutes par rapport aux bactéroïdetes, avec une augmentation de la production d'acides gras à chaîne courte, mais aussi beaucoup de gaz, ce qui va donner les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. En fait, la dysbiose, elle va entraîner par les toxiques que vont libérer ces pathogènes une hyperperméabilité intestinale, avec donc une réponse, comme je vous l'ai dit, immunitaire inadéquate, et donc une hypersensibilité alimentaire qui va engendrer des carences micronutritionnelles par l'atteinte intestinale, mais aussi par l'attitude du patient pour éviter ces symptômes-là. Mais en plus, la dysbiose va entraîner une modification de la conjugaison des acides biliaires. Donc, les acides biliaires ne vont plus être conjugués. Donc, il va y avoir une malabsorption des acides gras, une malabsorption des vitamines liposolubles et donc une carence micronutritionnelle. Et cette carence micronutritionnelle, à son tour, peut entretenir cette dysbiose.
Donc, vous voyez un petit peu ce cercle vicieux qui va s'installer petit à petit. Donc, il faut nécessairement corriger cette dysbiose chez les patients atteints de syndrome de l'intestin irritable. Donc, comment on peut faire? Soit on va restaurer notre microbiote par des prébiotiques, des probiotiques, des symbiotiques, soit on va reconstruire ce microbiote, par exemple par la transplantation fécale, bien que actuellement la transplantation fécale est un petit peu mise à l'écart parce que les études n'ont pas montré son efficacité, ce qu'on appelle la bactériothérapie, mais aussi, bien sûr, les différents donc, micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Parce qu'on sait que ces différents nutriments vont agir sur notre microbiote et vont donc agir sur les différentes fonctions, barrière intestinale, réponse immunitaire et inflammatoire, sur le stress oxydatif, sur l'axe, la communication cerveau-intestin-microbiote, sur la composition et la fonction de notre microbiote et sur la fonction métabolique. Je vous montre le résultat de cette étude assez récente de 2025 qui a montré l'effet de la supplémentation en micronutriments sur la composition et la fonction du microbiote. En fait, ils ont ajouté 23 micronutriments. Ici, en rose clair avant la supplémentation et en rose foncé après la supplémentation. On voit déjà qu'il y a une différence au niveau de la nature de notre microbiote. Il y a des bactéries qui sont diminuées et il y a des bactéries qui vont augmenter. Donc, l'apport, la supplémentation en micronutriments module la composition de notre microbiote, mais aussi, ici, donc les propionates, les butyrates, les acides gras, la production d'acides gras à chaîne courte est aussi modulée après la supplémentation, hein, en micronutriments. Et donc, l'apport en micronutriments peut moduler la composition, mais peut aussi moduler la fonction de notre microbiote. Alors, au niveau de l'intestin irritable, actuellement, on conseille beaucoup l'alimentation, le régime pauvre en FODMAP. Les FODMAP, c'est pour fermentescibles oligodimonosaccharides et polyols. Mais il faut savoir que ce régime alimentaire est très difficile à être poursuivi parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'il faudra éliminer de nos apports alimentaires. Et puis, en plus, le fait de poursuivre ce régime alimentaire pendant de longues périodes peut amener, les études ont montré qu'il pouvait amener à des déficits micronutritionnels importants. Donc actuellement, on penche plutôt vers les fibres alimentaires, un régime alimentaire euh, 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 riche en fibres alimentaires, mais riche principalement en fibres solubles pour éviter tous les désagréments des fibres de la digestion des fibres insolubles. Ne pas oublier dans le contexte donc intestin le rôle des micronutriments dans la détoxification hépatique. Bien sûr, donc vous savez très bien qu'il y a avec l'intestin, le foie joue un rôle aussi très important dans la détoxification, dans l'élimination des toxiques, les médicaments, les pesticides, le tabac, les édulcorants, les conservateurs, les radicaux libres, etc. Et cette détoxification hépatique passe par plusieurs étapes, par plusieurs réactions biochimiques nécessitant bien sûr, comme vous voyez, des enzymes et l'apport de nos micronutriments va intervenir dans toutes ces réactions biochimiques et va favoriser donc tout ce rôle de détoxification hépatique et bien sûr plusieurs aliments riches en certains micronutriments qui sont conseillés pour augmenter cet effet de toxification hépatique tels que les crucifères, les artichauts, le citron, les fruits rouges, le curcuma et le romarin. Voilà, donc j'ai fini avec donc, le rôle de cette micronutrition dans l'intervalle digestif. Je pense qu'on peut faire une petite pause si vous voulez pour quelques questions et pour finir par la suite les autres objectifs de la micronutrition. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on passe, comme vous voulez, je ne sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des questions? Docteur Zuiden, vous pouvez continuer, hein. Ben, d'accord. Donc, la deuxième cible de cette micronutrition, à part l'interface digestive, deux, c'est le fonctionnement du cerveau euh, et la communication cellulaire et la protection cellulaire, mais je vais commencer plutôt par la communication cellulaire.
Alors, la membrane cellulaire, en fait, elle est formée par des acides gras, des lipides. On peut trouver des lipides saturés ou des lipides insaturés au niveau de la membrane cellulaire. Le problème, c'est qu'avec les lipides saturés, la membrane cellulaire est beaucoup plus rigide. Et la rigidité va empêcher la fonction cellulaire. Tout ce qui va être récepteur, canaux ioniques, etc., va être entravé lorsque la membrane est beaucoup plus rigide. Donc, on va euh, favoriser les acides gras insaturés dans notre composition de la membrane cellulaire pour le bon fonctionnement de cette membrane-là. Et quand on voit parmi les acides gras insaturés, on a aussi les oméga 3 et les oméga 6. Et quand on voit un petit peu la constitution de notre membrane, eh ben, la membrane est beaucoup plus fluide quand elle est constituée principalement par des acides gras oméga 3 insaturés. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que la balance dans notre alimentation, il vaut mieux favoriser que cette balance penche vers le sens oméga 3 que oméga 6 pour le bon fonctionnement de la cellule. Et on sait tous en plus que les oméga 6 vont avoir plutôt un rôle pro-inflammatoire, alors que les oméga 3 vont avoir un rôle anti-inflammatoire. Troisième donc objectif, c'est le fonctionnement du cerveau. Alors, trois principaux neuromédiateurs jouent dans nos émotions. La sérotonine, qui va jouer un rôle dans le comportement et surtout dans la synthèse de la mélatonine. La dopamine dans l'apprentissage et la noradrénaline dans la situation de stress. Ces trois neuromédiateurs, sérotonine, dopamine, noradrénaline, en fait surviennent de deux acides aminés, sont synthétisés à partir de deux acides aminés qui sont le tryptophane et la tyrosine. Ces deux acides aminés, en fait, quand ils vont aussi être apportés par notre alimentation, et donc, il faut, lorsqu'on voudrait, par exemple, corriger des troubles du sommeil, donc on veut favoriser la synthèse de la mélatonine, on a tendance à donner des choses qui vont nous synthétiser de la sérotonine et donc le tryptophane est indiqué. Bien sûr, quand on va donner du tryptophane, il faut toujours faire attention à l'interaction avec des sérotoninergiques. Donc, il faut voir si le patient prend des médicaments tels que des antidépresseurs, des antimigraineux, etc. La tyrosine aussi, on peut la donner pour augmenter l'attention, la vigilance, la concentration. Et donc, on va trouver aussi dans certains produits alimentaires. Et dernier volet, la protection cellulaire, donc les antioxydants. Les antioxydants, vous le savez très bien, plein de vitamines, de polyphénols, de minéraux qui peuvent jouer un rôle d'antioxydant très important. Vous savez tous que le métabolisme cellulaire va produire des radicaux libres. Et ces radicaux libres, quand ils vont s'entasser au niveau de la cellule, vont être néfastes à la fonction cellulaire. Et donc l'apport de ces micronutriments va être bénéfique pour éliminer tout cet excès d'oxydants. On sait aussi principalement, donc une mention particulière pour les polyphénols, qui vont avoir aussi un rôle antioxydant, mais aussi des études ont montré qu'ils avaient aussi un rôle anti-inflammatoire, antitumorigène, modulateur immunitaire et antibactérien. Alors, quel est maintenant le lien, ce qui fait le pont entre ces différents facteurs environnementaux, donc y compris donc notre alimentation, et la fonction cellulaire et la fonction de nos gènes? En fait, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique actuellement joue un rôle très important dans le rôle de ces micronutriments et de notre alimentation dans la fonction des gènes. Alors, c'est quoi l'épigénétique? En fait, c'est des modifications héréditaires, réversibles, de la fonction des gènes. Ce n'est pas des mutations, mais c'est des modifications de la structure de la chromatine. Je vous explique. Ici, vous avez notre chromatine. Donc ici, si vous voyez nos chromosomes avec donc notre ADN. Et donc le fil d'ADN est entouré sous forme de cylindre qu'on appelle les ribosomes. Ribosome et fil d'ADN va former ce qu'on appelle la chromatine. On a deux types de chromatine. On a de la chromatine qui peut être condensée, mais on a aussi de la chromatine qui peut être lâche comme ça. Mais, alors, qu'est-ce que c'est que des modifications épigénétiques? Les modifications épigénétiques, ce sont des modifications au niveau des histones ou au niveau de l'ADN qui va voir des groupements acétyles ou des groupements méthyles ou des groupements phosphates qui vont venir se fixer soit sur notre ADN, soit sur nos histones. Donc ici, par exemple, sur ce schéma-là, vous voyez les cylindres orange, ici, ce sont nos histones.
Et le fil noir ici, c'est notre ADN. Les petites boules blanches, ce sont notre ADN qui n'est pas méthylé. Par contre, en bas, ceux qui sont en violet, c'est notre ADN qui est méthylé. Et vous voyez très bien que lorsque notre ADN est méthylé, donc notre chromatine est moins lâche, elle est beaucoup plus dense. Ici, c'est mieux, c'est visible. Lorsque donc on va avoir soit notre chromatine qui est lâche, soit notre chromatine qui est condensée. Et vous voyez que lorsqu'on a beaucoup de méthylation de notre ADN ou d'acétylation de nos histones, la chromatine, quand elle est condensée comme ça, le gène qui va être traduit en protéines, il est caché, il est inaccessible. Et donc, ainsi, ces modifications épigénétiques vont stopper la, l'expression de nos différents gènes. Donc, en fait, ces modifications épigénétiques, en modulant la structure de notre chromatine, ils vont entraîner des gènes qui vont être surexprimés et des gènes qui vont être moins exprimés. Et on sait actuellement que nos différents micronutriments, vitamines, probiotiques, oméga 3, etc., polyphénols, peuvent apporter ces groupements méthyl, peuvent apporter ces groupements acétyl et peuvent, par des modifications épigénétiques, moduler l'expression de gènes au niveau de nos différentes cellules de notre organisme, y compris aussi au niveau de notre cellule épithéliale ou au niveau de notre microbiote. Donc, revenons à notre cas. Donc, chez cette femme, qu'est-ce qu'on va prescrire? Dans quel but déjà on va prescrire tout ça? On va prescrire pour améliorer cette dysbiose en fin de compte qu'elle a. Et donc, on va indiquer bien sûr des probiotiques. La transplantation fécale kémocoltol, comme actuellement, elle n'est pas indiquée. Un régime riche en FODMAP, bien sûr que non, pauvre en FODMAP, mais aussi il faut savoir que le régime pauvre en FODMAP bien lourd, donc on conseille plutôt des régimes riches en fibres solubles, d'autant plus que notre patiente elle a le phénotype de constipation et donc l'apport de fibres solubles va améliorer son transit. Et bien sûr, on ne va pas donner un régime riche en produits ultra transformés, au contraire, on va l'éviter. Pour la supplémentation en vitamines et en minéraux, on peut en fin de compte prescrire toute supplémentation, vitamine D, magnésium, fer, vitamine B12, acide folique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que seules les carences qui sont confirmées par un bilan sanguin justifient la supplémentation. On ne doit jamais supplémenter une personne sans dosage préalable. Alors, en plus des micronutriments, est-ce que vous allez prescrire des antidépresseurs? Elle est un petit peu stressée, la patiente, on a vu, à visée antalgique. Est-ce que vous allez recommander une consultation psychiatrique ou psychologique, des séances d'hypnose, de l'acupuncture ou une activité physique régulière? En fait, qu'est-ce qu'on va cibler dans cette attitude-là? On va cibler ce qu'on appelle l'axe cerveau-intestin microbiote. Donc, on sait qu'on a une communication entre notre intestin, notre microbiote et notre système nerveux central et notre cerveau. Cette communication, elle parle quel langage? En fait, elle se fait via des voies nerveuses, système nerveux central, bien sûr, et principalement le nerf vague, mais aussi le système nerveux entérique intrinsèque, mais aussi plein d'hormones, de cytokines, de métabolites, de neurotransmetteurs libérés localement qui peuvent agir soit de l'intestin vers le cerveau, soit du cerveau vers l'intestin. Alors, donc, quand ce dialogue va s'enflammer, c'est-à-dire que si, par exemple, on a une inflammation, même à bas bruit au niveau de l'intestin, comme on peut le voir dans différentes pathologies intestinales, y compris dans le syndrome de l'intestin irritable, cette inflammation peut agir sur la modulation. On va parler d'une neuroinflammation, donc une inflammation aussi à bas bruit au niveau du système nerveux central, c'est qui peut être à l'origine de troubles tels que l'anxiété, la dépression. Mais dans le sens contraire aussi, toute perturbation au niveau de la fonction du système nerveux central peut aussi perturber et entraîner une inflammation au niveau de notre paroi digestive. Alors, quand le stress s'en mêle, bien sûr, le stress va aggraver encore plus la dysbiose, va encore plus aggraver cette dysfonction au niveau de la communication intestin, microbiote, système nerveux central. Et bien sûr, une inflammation peut devenir chronique.
au niveau de l'intestin. Alors, qu'en est-il maintenant du syndrome de l'intestin irritable dans notre cas? On sait actuellement que la physiopathologie du syndrome de l'intestin irritable, l'axe cerveau-intestin microbiote joue un rôle prépondérant. Toutes les troubles qu'on voit et les symptômes qu'on voit chez une personne atteinte de ce syndrome prend origine de ce déséquilibre de communication entre notre cerveau et notre intestin. Et donc, il est primordial de prendre en charge le patient sur ce point de vue-là. Comment améliorer? Ben, c'est ce qu'on appelle la médecine alternative et comportementale, telle que par exemple l'hypnothérapie, l'acupuncture, le yoga, ce qu'on appelle le mindfulness. C'est en fait amélioration de la qualité de vie, essayer d'améliorer la qualité de vie de la personne. Donc, pour notre patiente, on va prescrire alors les antidépresseurs à visée antalgique. En première ligne, ils ne sont pas indiqués. On va donner d'autres, des antispasmodiques par exemple. S'il n'y a pas de réponse, on peut prescrire des antidépresseurs à visée antalgique. On peut conseiller une consultation chez un psychologue, des séances d'hypnose, pourquoi pas. L'acupuncture, elle n'a pas montré son efficacité dans le syndrome de l'intestin irritable, mais surtout aussi une activité physique régulière, très conseillée pour améliorer cet axe cerveau-intestin. Donc, notre patiente, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un régime alimentaire équilibré, on a diminué les sucres qu'elle prenait, on a enrichi un petit peu en fibres solubles, on a essayé de lui demander un certain temps d'éviter aussi les aliments qui seraient à l'origine de ces symptômes. On a donné des laxatifs, des antispasmodiques pour sa constipation et pour ses douleurs abdominales, et on a conseillé un exercice physique régulier. On a supplémenté en fer parce qu'on a trouvé une légère anémie et en vitamine D parce qu'on a trouvé un déficit en vitamine D et après un certain moment, elle s'est nettement améliorée. Alors, j'ai fini avec ce cas clinique. Donc, un petit mot sur le SIBO. Le SIBO pour Small Intestinal Bacteria Overgrowth, c'est ce qu'on appelait la pullulation microbienne. C'est le fait que notre microbiote se multiplie, non pas uniquement au niveau du côlon, mais aussi au niveau de l'intestin grêle. Physiologiquement, on a des bactéries, on a une flore bactérienne au niveau de l'intestin grêle, mais en quantité mineure par rapport au côlon. Ceux qui ont un SIBO, un syndrome donc de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ils vont avoir une multiplication de ces bactéries au niveau de l'intestin grêle et qui va être à l'origine des différents symptômes. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a toujours une confusion entre le SIBO et le syndrome de l'intestin irritable. Et ce sont deux syndromes qui sont très, très fréquents dans nos consultations. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les syndromes de l'intestin irritable ne sont pas des SIBO, mais quasiment tous les SIBO sont des syndromes de l'intestin irritable. Donc, si on a un SIBO, on a nécessairement un syndrome de l'intestin irritable. En fait, ils vont avoir les mêmes symptômes, avec une intolérance alimentaire très fréquente et une altération de la qualité de vie. Donc, en fait, il n'est pas si beau que ça. La différence, c'est que, comme on l'a vu, pour le syndrome de l'intestin irritable, son diagnostic sur surtout les critères de ROM 4. Sa physiopathologie est multifactorielle et donc la prise en charge de ces patients va être multidisciplinaire et surtout une bonne hygiène de vie. Par contre, pour le syndrome de la pullulation microbienne, on peut le diagnostiquer par le BRAF test. Bien sûr, donc c'est une pullulation microbienne et on peut traiter par des antibiotiques. Donc, le fait donc d'avoir j'espère déjà que vous avez fait le message que notre alimentation, nos micronutriments sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre appareil digestif et surtout de notre microbiote. Mais il faut savoir que toute atteinte de notre microbiote, toute atteinte digestive peut bien sûr entraîner des maladies digestives, mais peut entraîner un tas de pathologies que vous allez voir dans les prochains séminaires, tels que l'obésité, les maladies métaboliques, cardiovasculaires et autres. Donc le point de départ toujours est notre microbiote et notre intestin.
Donc, en conclusion, la prise en charge, c'est bien sûr favoriser les aliments riches en micronutriments, les fibres solubles, les probiotiques naturels, oméga 3, plantes et épices digestifs qui peuvent améliorer et apaiser donc les inconforts. Réduire les aliments irritants et pro-inflammatoires, les sucres raffinés, les édulcorants, les aliments ultra transformés, l'excès de caféine et d'alcool. Si l'alimentation seule ne suffit pas, on peut combler les carences par des supplémentations en micronutriments, par exemple des probiotiques pour améliorer une dysbiose, par exemple de la vitamine D, du zinc pour améliorer la perméabilité intestinale, les fibres solubles pour améliorer le transit, l'oméga 3, les polyphénols, le curcuma pour améliorer l'inflammation à bas bruit au niveau digestif, et surtout, ne pas oublier l'axe cerveau-intestin, donc gérer le stress et optimiser cet axe par des exercices de respiration profonde, des méditations, de yoga et une activité physique régulière. Voilà, donc la prise en charge de ces troubles digestifs par la micronutrition, il ne faut pas qu'on croie qu'elle se limite à une simple complémentation, mais plutôt dans une vision globale qui va bien sûr combiner une alimentation adaptée, une correction de la dysbiose, une gestion du stress et une optimisation du mode de vie. Voilà, je vous remercie. Merci, Dr. Zuit, pour cette excellente présentation. Euh, si, donc, on passe aux questions. Il y a beaucoup de questions dans l'assistant. Donc, la première question par Dr. Manel Benfidjilen. Elle vous demande quel est le protocole de prescription des probiotiques et des prébiotiques, quelle est la nature, la dose et la durée. Est-ce qu'on doit les prendre loin des repas pour éviter l'effet de l'acidité gastrique? D'accord. Donc, les probiotiques dans le sens où on veut améliorer notre microbiote, la dysbiose. Donc, on peut les donner d'une façon quotidienne. Ils peuvent être donnés, là, on m'a fait une limite, une date, معناها au bout de مثلاً نقولوا pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, on peut les donner jusqu'à l'amélioration des symptômes. Il n'y a pas de risque d'éviter. Le fait de les prendre avant les repas, c'est ça, ou là, après les repas? Elle demande quand on peut les prendre, avant ou après, ou elle Oh, il vaut mieux que ça soit loin des repas. D'accord, loin des repas. Au moins demi-heure avant les repas. Oui, D'accord, professeur Zuid. oui. D'accord. Une autre question, si la patiente présente une inflammation, ça veut dire une CRP plus élevée, est-ce que la supplémentation en vitamines va être efficace? Alors, il faut faire attention. Comme là, cette diapo-là, quand on a un terrain inflammatoire, il faut faire attention. Déjà, il faut voir pourquoi la CRP est élevée. Donc, on peut s'aider aussi par la calprotectine fécale. La calprotectine fécale peut nous aider pour voir s'il y a une inflammation intestinale. Pour voir, par exemple, surtout quand on a une diarrhée. Ce n'est pas le cas de notre patiente, mais par exemple, s'il y a dans un contexte de diarrhée, un syndrome de l'intestin irritable avec une diarrhée, par exemple. Donc, il faut éliminer une muquille par la calprotectine fécale. Si on est dans un contexte d'inflammation, il vaut mieux faire le dosage des différentes vitamines loin de cette poussée inflammatoire. Parce qu'on risque d'avoir un dosage montrant un déficit en vitamines, alors que véritablement, il n'y a pas de déficit. Parce que le fait d'avoir une inflammation va redistribuer ces micronutriments et on peut avoir faussement un taux bas plasmatique de ces différentes vitamines. D'accord. La question suivante, posée par Dr. Rim Ahmed, elle vous demande, puisqu'on ne dose pas les micronutriments de pratique courante, tels que le zinc par exemple, pourquoi ne pas supplémenter comme un test thérapeutique? Pourquoi ne pas supplémenter comme un test thérapeutique? Il faut pas avoir, actuellement, selon les recommandations, il faut pas avoir dans l'idée micronutriments ne sont que bénéfiques parce qu'il y a le risque d'excès. Et le risque d'excès peut aussi avoir des effets néfastes. Et donc, il faut faire attention. On n'a pas toujours le déficit en micronutriments.
on peut avoir. Donc, ça va dépendre du contexte clinique, en fin de compte, de la pathologie qu'on est en train de prendre en charge. Il vaut mieux faire le dosage. Si on ne peut pas faire le dosage, on peut, mais selon ces recommandations, les recommandations que j'ai lues, il faut nécessairement ne supplémenter que si on a mis en évidence le déficit par un dosage sanguin. D'accord. Est-ce que, Docteur, est-ce que vous avez d'autres avis? Je ne sais pas, moi. Le nutritionniste. Alors, pour la supplémentation, Oui, il vaut mieux restaurer la barrière intestinale, il oui. faut mieux traiter l'inflammation et par la suite recommander la supplémentation parce que ça sert à rien de supplémenter sans restaurer la barrière intestinale parce que Pour l'absorption. Pour l'absorption l'absorption. va diminuer, oui. Oui. d'accord. Docteur Essia Krila, elle dit que à chaque fois, je demande du magnésium sanguin, la magnésémie, et je trouve que c'est normal, malgré les symptômes. Elle prescrit quand même du magnésium et les patients s'améliorent fréquemment. Docteur Zuit, je peux répondre. On a déjà parlé Oui. du magnésium la dernière fois. C'est pas la peine de doser la magnésémie devant des troubles fonctionnels معناتها, qui sont présents. معناتها, rate pas pourquoi? Parce que la magnésémie ne reflète pas le statut réel du magnésium. On peut avoir une magnésémie normale avec un déficit. Il vaut mieux doser la magnésémie le magnésium, il est intracellulaire. Donc, avec une magnésémie normale et des troubles fonctionnels qui sont présents, bien sûr, il faut traiter. D'accord. Et en cas de SIBO, quel antibiotique on peut prescrire? Alors, actuellement, c'est la rifaximin qui a l'effet le plus pour le SIBO. Rifaxi. Oui. D'accord. Un autre spectateur anonyme, merci Dr. Zuit pour cette excellente présentation. Est-ce qu'on aura, d'accord, est-ce qu'on aura une attestation à la fin de ce séminaire? Ça, c'est pas moi. On revient vers vous, cher ami. Donc, et dans le cas clinique, vous avez prescrit quel probiotique? Ah, j'ai pas prescrit de probiotiques, moi. Oui, J'ai là, pas prescrit de probiotiques. ok. Voilà, des remerciements. Et voilà, merci de nous donner un exemple de probiotique, de prébiotique. Ah, docteur Berish. Ah, Oui, je peux pas me prononcer, hein. Il faut aller chez le pharmacien, hein, et voir les différents types. Il y a plein de probiotiques, hein. Et il vaut mieux aussi connaître chaque indication des différents probiotiques. Je ne peux pas citer un exemple comme ça. d'accord. Ok. Docteur Haj Salah, il dit que les dosages des vitamines, c'est difficile, c'est un peu cher, surtout le zinc, le folate, B12. Donc, comment les faire s'il y a une carence? Et aussi, il demande l'indication des probiotiques lors de l'utilisation des antibiotiques. Ça peut être, c'est efficace ou non selon les recommandations. La première question, bon, j'ai pas compris. Non, la difficulté du dosage des vitamines, etc. Est-ce qu'on Voilà. peut supplémenter sans faire le dosage, c'est ça? Oui, Et, il veut dire et ça, déjà, oui. on a répondu à cette question, Mané. Pour le Mhm. deuxième, pour la prise d'antibiotiques et la diarrhée, Mané, post-antibiothérapie, c'est ça. Oui, on peut donner bien sûr des probiotiques, bien sûr. C'est assez efficace pour améliorer. L'antibiothérapie va altérer le microbiote. L'antibiothérapie ne va pas cibler uniquement le germe qu'on veut. Il va cibler tous les germes, y compris donc les bactéries de notre microbiote. Et donc, l'apport des probiotiques est très intéressant pour la diarrhée post-antibiothérapie, oui. D'accord. Docteur Au Firas même moment Souci. de, au même moment de la prise d'antibiotiques, on peut le faire, oui. D'accord, merci, docteur Zuiten. Il y a encore des questions. Docteur Souci, il vous demande que pensez-vous de la trimébutine? La trimébutine. Alors, c'est l'antidépresseur, c'est ça? Oui, apparemment, oui. Euh, euh,
C'est en fait les antidépresseurs, je l'ai dit, ils sont conseillés en deuxième ligne. Quand vraiment les antispasmodiques n'ont pas fait leurs effets, l'amélioration de l'hygiène de vie n'a pas été faite, on peut conseiller des antidépresseurs. C'est recommandé comme deuxième ligne pour la prise en charge des douleurs abdominales, oui. D'accord, ok. Il y a d'autres questions. Dans le cas, docteur Zuit, dans le cas de gastroparésie du diabétique, dans les diarrhées motrices par neuropathie diabétique, est-ce que les probiotiques pourraient trouver leur place? Alors, parce que c'est aussi toujours multifactoriel, là. Il n'y a pas que la neuropathie qui intervient chez le diabétique, là. Il y a aussi une dysbiose avec une inflammation qui peut s'installer au niveau de l'intestin du diabétique. Il n'y a pas que la motilité et les troubles de la moteur du fait du diabète qui sont à l'origine de cette diarrhée. La diarrhée motrice n'est pas seule. Et donc, oui, bien sûr, elle a son rôle, elle a sa place. D'accord. Pour la stéatose, donc il y a une question pour la stéatose hépatique. Dans quelle place de micronutriments dans la stéatose hépatique? Stéatose hépatique et micronutriments. Oui. Dans quelle pathologie cette stéatose, معناها stéatose du fait métabolique, Oui, c'est fréquemment. Si on fait le plus fréquent. Ouais. Bien sûr, معناها s'il va y avoir des troubles, s'il va y avoir des troubles, un déséquilibre alimentaire, qui explique, par exemple, enfin, chez un obèse, l'obésité, etc., entraînant, bien sûr, on peut conseiller un apport en micronutriments. Qui m'a dit, mais ma première, parmi mes premières diapos, j'ai dit que toute condition qui va entraîner un déséquilibre dans notre apport alimentaire, la micronutrition va jouer un rôle important, oui. Et d'accord. je vois ici, c'est l'intérêt de la prescription de Tolzuit des oméga 3. Les oméga 3 parce qu'ils vont diminuer le dépôt des triglycérides au niveau du foie. Et aussi les antioxydants en cas de stéatohépatite. En cas de stade avancé, les antioxydants ont démontré leur efficacité. Les antioxydants tels que les vitamines et les minéraux, hein. Hmm. Des oméga 3. Ouais. Exactement, la question d'après, Dr. Sheib, elle demande quels sont les aliments riches en oméga 3 et oméga 6. Les aliments riches en oméga 3, c'est général, principalement tout ce qui est poisson, hein, les produits marins. Et puis, on en trouve aussi dans les fruits et dans les légumes. Un D'accord. nutritionniste قدامي ما نعرفش. Alors, les oméga 3 principalement sont les poissons gras, les Poisson, poissons bleus. ouais. On a Oui. aussi l'huile de colza qui est riche en oméga 3. Pour les oméga 6, c'est les huiles végétales, l'huile de maïs, tournesol, pépins de raisin. Ok. On Donc, conseille l'huile de morue. Ah oui. bon, comment on restaure la barrière intestinale? Allez, c'est une question, Ada. Restaurer la barrière intestinale, c'est adopter généralement une diète méditerranéenne qui est riche en fibres, surtout, hein, et pauvre en produits ultra transformés, les sucres raffinés, les matières grasses pour هذه maintenir une eubiose. هذه Alors, je vais, اللي professeur. سألتها c'est que ما تبعتش الكور. Voilà, déjà, ma plaque, une diète méditerranéenne et une diète occidentale. ما تبعتش الكور. D'accord, ok. Donc, voilà. Bon, on termine par cette question. Est-ce qu'il y a des probiotiques naturels? Probiotiques naturels, simplement. Il y a pas, c'est pas clair comme question. Oui, les probiotiques, il y a des Oui. probiotiques naturels, tout ce qui est les produits, les produits fermentés, donc on y trouve des probiotiques. حطيتها في اللي Euh, يقولوا احنا الياغورت oui, اتسيتيرا oui. الرايب اتسيتيرا تو سا في سي دي Tout ce بروبيوتيك qui est ناتوريل fermenté. fermentés. Oui, d'accord, ok. Docteur Zuiden, je m'excuse, mais en fait, la trimébutine, c'est un antispasmodique. Ah, des D'accord, c'est spasmodiques et antispasmodiques, bien sûr. Et d'ailleurs, notre patiente, on l'a traitée par un antispasmodique. voilà. Oui. Voilà, normalement, on a fait le tour sur toutes les questions.
Merci, Dr. Zuiten. Merci pour cette excellente présentation. Merci à Et vous. voilà, et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Bislama. Allez, passez Bye une bonne bye. soirée. Et Merci Merci à à vous vous. Merci. Bye bye. à toutes. À notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ça va être le 19 novembre Oui. avec Dr. Brilich. On aura diabète et micronutrition. Je remercie Dr. Zuiten pour cette excellente présentation et Dr. Brilich et Dr. Mezi pour la modération de cette session. À la prochaine, à la Inch'Allah. prochaine, Inch'Allah. Voilà, bye Allez, bonne bye. Merci soirée. à vous. Bye bye. Slama.